Donc bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur. Notre invité aujourd'hui va être Dino Ragazzo, que je vous présenterai dans un instant. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un webinaire sur le management et plus précisément comment favoriser la cohésion des équipes. Donc on sait que le management devient une thématique de plus en plus importante, que ce soit pour les ingénieurs ou les autres professionnels. Au niveau des ingénieurs, la gestion des équipes devient quelque chose de plus en plus important dans les tâches que les ingénieurs ont à accomplir tous les jours, et c'est ce que nous allons détailler ici. Donc un point rapide sur le déroulement du webinaire. La présentation se fera à l'aide d'un support PowerPoint et durera environ 40 minutes. On prendra le temps à la fin, une grosse vingtaine de minutes pour répondre aux questions que vous aurez posées. Alors au niveau des questions, on a déjà reçu des questions avant le début du webinaire. Et on y répondra à la fin de la présentation. Sinon, vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de chat que vous avez à votre disposition sur le tableau de bord de suivi de GoToWebinar. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. On y répondra soit pendant la présentation si ça fait sens, soit à la fin de la présentation, comme ça on aura un peu plus de temps. Donc nous ferons un certain nombre de pauses pendant la présentation et on en profitera pour vous poser des questions et faire des petits sondages pour un peu évaluer certains paramètres de management et pouvoir en parler après pour analyser les réponses et donner des réponses le plus pertinemment possible. Donc aujourd'hui notre invité est Dino Ragazzo. Donc je vais vous présenter un peu Dino, qui est aujourd'hui consultant en management, mais qui a un passé un peu plus ingénierial, si j'ose dire. Donc après avoir fait un DEST en génie informatique, Dino a travaillé pendant 10 ans dans l'industrie nucléaire. Dino est aussi ingénieur, il a été chef d'entreprise d'une PME d'ingénieurs nucléaires. Il a fait du conseiller en lobbying pour l'entreprise Atlantique et depuis 1998, il fait du conseil formation en organisation et il est fondateur de la société Expérience et cette société de consulting se base sur la Gestalt, donc qui est une approche pragmatique de développement des hommes et des organisations. Il est également l'auteur de Manager d'élite qui explique justement à travers l'approche Gestalt quel type de management est le mieux adapté pour les organisations du XXIe siècle. Donc Dino, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc nous allons attaquer la présentation et bien Dino, je vous laisse la parole. Ok. Donc bonjour à tous à nouveau. Je suis très content d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'aborder un thème, comme disait Pierre, qui n'est pas forcément à l'ordre du jour des fonctions d'ingénieur. Mais on va voir comment cette façon de travailler sur la cohésion des équipes, comment elle peut rejoindre la pratique de l'analyse et de la manière de fonctionner des ingénieurs. On va voir comment, grâce aux outils que je vais présenter, on peut effectivement travailler et améliorer la cohésion des équipes. Je voudrais commencer cette présentation par une anecdote. En fait, je me souviens, lors d'une action d'accompagnement dans une grande entreprise multinationale, qui était organisée en business unit, justement, je travaillais sur le thème de la cohésion des équipes. Et j'ai eu la question suivante, celle qui vous est présentée, qui m'a été posée par un des managers qui était présent, et qui me disait, mais vous comprenez d'ailleurs à travers sa question qu'il n'était pas très favorable à l'action que nous étions en train de mener. Il disait, mais écoutez, nous partageons les mêmes locaux ici, mais nous ne dépendons pas de la même business unit. Pourquoi faudrait-il que j'investisse mon énergie dans l'amélioration des équipes? Alors je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de questions, surtout de la part d'un manager, parce que ça me semblait évident, en tout cas dans mon esprit, que travailler en équipe produisait de meilleurs résultats que de travailler tout seul. Mais en fait, je voudrais lui donner ma réponse aujourd'hui, vous voyez, après y avoir réfléchi, et puis en profiter peut-être pour donner ma réponse à tous ceux d'entre vous, de nos auditeurs ou aux autres qui
doute encore de la nécessité de promouvoir le succès des équipes. En fait, ma réponse, ce serait cette introduction. En fait, l'être humain est un être social, c'est-à-dire un être qui a besoin d'interactions assez semblables pour se développer. Et ce besoin lui est également très utile pour pouvoir réaliser des projets plus grands que lui. Vous voyez, j'ai pris des exemples dans notre histoire. Hein. Chasser des mammouths, ça ne peut pas se faire tout seul. Et on a besoin de travailler en équipe. Construire des pyramides, il en va de même. Construire un système de fonctionnement comme un système démocratique, ça nécessite aussi une collaboration entre des individus. Donc, développer cette capacité à travailler ensemble, c'est en même temps développer une capacité à se dépasser et à réaliser des projets qui ont des tailles illimitées. Donc, les objectifs de cette présentation sont les suivants. J'aimerais tout d'abord étudier et regarder avec vous la différence qu'il y a entre un groupe et une équipe. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre les deux? Il y en a une. J'aimerais également ensuite vous présenter un outil de mesure qui vous permettra d'identifier et d'évaluer l'intensité des normes comportementales qui décrivent la personnalité d'une équipe. Et puis, grâce à cet outil, eh bien, vous aider à détecter les comportements dangereux et évidemment à mettre en œuvre des priorités de changement pour favoriser la cohésion et l'efficacité du travail d'équipe. Voilà. Donc, arrêtons-nous tout d'abord sur des définitions, comme on a un petit peu l'habitude de faire en préalable dans toute analyse d'ingénieur. Un groupe, une équipe. Qu'est-ce qu'un groupe? Qu'est-ce qu'une équipe? Eh bien, je dirais qu'un groupe, c'est un ensemble de personnes qui, comme vous le voyez là, partagent une ressource dans le but de satisfaire un besoin individuel. Par exemple, en tant que participant à ce webinaire, vous êtes un groupe. Hein, nous sommes un groupe. On va dire qu'un groupe, c'est ensemble, mais chacun a son propre mobile, son propre objectif à satisfaire. Nous sommes dans une relation moi, eux. Il y a quelque part, je m'exclus d'un tout. Dans une équipe, c'est un ensemble de personnes qui désirent combiner leurs compétences pour satisfaire un objectif commun. Évidemment, l'équipe de foot, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. C'est une relation je, nous, un pour tous, tous pour un. Il y a inclusion. Je sens que je fais partie. Et je fais partie d'un tout qui est plus grand que moi et qui va dans le même sens que moi. Alors pour la suite de ma présentation, j'ai souhaité, je me suis arrêté sur une instance particulière qui me semble représentative du travail en équipe, qui est celle de la réunion. Et la réunion est intéressante parce que c'est un endroit intéressant pour observer les comportements et voir comment et dans quelle mesure nous sommes en train d'assister à un travail de groupe ou un travail d'équipe, par exemple. Et dans les réunions, ce qu'on peut voir, moi j'ai identifié 6 caractéristiques dont vous avez peut-être vous-même été témoin. Par exemple, la confusion. Ce sont des réunions où tout le monde parle en même temps. Il y a des situations de division où on voit des sous-groupes qui se forment, des gens qui discutent entre eux et en même temps que les autres. Une dispersion où tout le monde a quelque chose à dire, en ordre ou en désordre, mais on ne sait pas trop dans quelle direction on va. Il y a également des situations d'opposition où les réunions servent à recueillir des complaintes, des critiques, où les gens viennent un petit peu déverser tout leur malheur. Une que j'ai appelée modération, c'est-à-dire où vraiment ce qui semble motiver chaque participant, eh bien, c'est d'en faire le moins possible, c'est de prendre le moins de risques possible et donc de ne pas se mouiller, on se regarde un peu en chien de faïence. Et puis une situation de fusion où ce qui semble important dans ce genre de réunion, c'est que tout le monde soit toujours d'accord. Voilà, il ne faut surtout pas, comment dirais-je, surtout pas rock the boat, on dit, je ne sais pas trop comment on dirait, faire de vagues, voilà, surtout pas faire de vagues. Évidemment, je vous décris des situations extrêmes
Mais bon, en mettant un petit peu de grossissement, on peut mieux comprendre ce dont il s'agit. Alors pourquoi tous ces comportements? En fait, eh bien, on peut en avoir un début de réponse à travers ces deux études. Une première qui montre d'abord qu'un tiers du temps de travail des dirigeants est consacré aux réunions, 18 heures par semaine. Et puis également le fait que la plupart, enfin un cadre sur deux, les juge souvent trop longues. Je pense que nous vivons une époque où nous ne supportons plus de ne pas remplir tout notre temps, et d'avoir l'idée de se sentir dans un temps qui est mal utilisé, produit beaucoup de frustration et, ma foi, comment dire, produit des situations d'irritation, d'ennui, d'impatience, et un sentiment qu'on pourrait certainement gagner en efficacité et que probablement, j'ai souvent entendu dire, les réunions qui durent 3 heures, et encore ce ne sont pas les plus longues, on pourrait pratiquement faire la même chose en 45 minutes. Voilà. Alors, comment faire justement pour améliorer cette efficacité? Quels sont les comportements qu'il faudrait changer? Eh bien, nous le verrons tout à l'heure après cette première phase. Une première phase où nous allons vous poser cette petite question. Voilà. Imaginez Mehdi, un des membres de votre équipe de projet. Mehdi fait partie donc de cette équipe et n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. La conséquence, c'est que cette défaillance entraîne la perte du bonus annuel qui équivaut à 3 mois de salaire de chacun des membres du projet. Et la question que je vous pose, à votre avis, qui est responsable de cette perte générale du bonus? Alors, est-ce que c'est Mehdi, selon vous? Est-ce que c'est plutôt chacun des membres de l'équipe? Ou le chef de projet? Ou personne? Voilà. Je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus. Alors on va vous laisser une trentaine de secondes pour répondre à cette question et après on affichera les résultats et Dino pourra les commenter. Bien. Alors, à ça, vous répondez en majorité. Et on va dire qu'il y a deux grands groupes qui se distinguent. 46% d'entre vous prétendent que la responsabilité incombe à chacun des membres de l'équipe. 47% que c'est le chef de projet qui en est responsable. Voilà, 3% jugent que Mehdi est responsable de ce qui lui arrive. Alors, la bonne réponse, en fait, je dirais, dépend de notre attitude initiale par rapport à ce projet et de notre volonté de promouvoir ou non l'équipe. Est-ce que, lorsque je réponds à cette question, je me situe dans une relation je-nous, c'est-à-dire d'inclusion, ou est-ce que je me situe dans une relation moi-eux, c'est-à-dire exclusion groupe? Si on est dans une équipe, je vous le rappelle, une équipe, c'est un ensemble de personnes qui désirent combiner leurs compétences dans le but de satisfaire un objectif commun. Dans cet état d'esprit-là, chaque membre de l'équipe est responsable donc de la réalisation de l'objectif. Et si chaque membre est responsable, eh bien c'est l'entraide et la solidarité qui vont permettre de réduire tout risque de défaillance à quelque niveau que ce soit. Maintenant, si ce risque se réalise malgré tout, eh bien ma foi, vous comprendrez que dans une équipe, eh bien c'est chacun de ses membres qui doit en assumer les conséquences. Alors évidemment, la bonne réponse, c'est la question A. Il n'est pas approprié de blâmer Mehdi, ni le chef de projet d'ailleurs, qui est un membre de l'équipe à part entière, comme nous tous. Donc il ne faut ni blâmer le chef de projet. Le chef de projet ne doit pas blâmer, évidemment, Mehdi. Chacun est responsable parce que évidemment, vous l'avez compris, en tant que d'un tout, je suis responsable de tout ce que cette équipe est censée réussir ou non. Voilà. Alors, depuis le début de cette présentation, je vous parle de bons comportements à développer pour renforcer l'efficacité du travail en équipe. Mais comment identifier et mesurer ces comportements? Bien, le moment est venu de vous présenter cet outil de mesure des comportements qui s'appelle le circomplexe. Voilà, le circomplexe est un outil qui a été développé par l'Université de Chicago. Pour la petite histoire, c'est un outil qui résulte d'un travail d'analyse en composante principale de tous les comportements observés dans des groupes et organisations de toutes formes, que ce soit des organisations
à but commercial ou services publics ou des ONG. Voilà, on a essayé d'identifier un ensemble de comportements et d'en identifier des composantes principales. Ce travail a été fait par l'Université de Chicago il y a plus de 20 ans et il aboutit donc à plus de 30 ans, vous voyez, et il aboutit donc à un outil qui se nomme le circomplexe et que je vais vous décrire maintenant. Voilà, donc cet outil se présente sous forme circulaire. Vous voyez 12 parts de tarte, si je peux dire, chaque part de tarte étant repérée par sa position horaire. Et dans la description que je vais vous faire maintenant, je vais vous décrire la manière de lire ce graphe. Hein. Vous verrez qu'il se lit selon 4 orientations, 3 styles et 12 normes. Dernière chose que j'ai oublié de préciser, vous voyez sur ce graphe des cercles concentriques. Eh bien, ces cercles représentent des centiles. Alors, je vous rappelle, un centile représente 1% de l'échantillon de population. Et si je vais du centre vers la périphérie, le premier cercle que nous rencontrons représente le 10e centile. Le suivant, c'est le 25e centime. Le troisième, c'est le 50e, c'est-à-dire la moyenne, parce que c'est une distribution gaussienne. Le suivant, c'est 75e centile, puis l'avant-dernier est le 95e centile, et le dernier est le 99e centile. Alors, comment ça se lit? Eh bien, sur chaque part de tarte, si je peux dire, votre évaluation donnera une certaine intensité. Cette intensité, eh bien, vous permettra de comparer l'intensité de ce comportement dans votre équipe par rapport au reste de l'échantillon de population. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, le graphe se lit aussi de cette façon. Si je coupe ce graphe en deux, selon une ligne horizontale, eh bien, tous les comportements, toutes les normes qui sont au nord de cette ligne, c'est-à-dire de 9 heures à 3 heures, ce sont des comportements qui sont axés sur des besoins de satisfaction. C'est le haut de la pyramide de Maslow. Tous ces comportements sont des motivateurs, ce sont des comportements qui génèrent de la satisfaction. Plus l'intensité de ces comportements mesurés est élevée et plus vous êtes dans une situation où le travail d'équipe génère de la satisfaction. En dessous, au sud de ma ligne, là, eh bien, ce sont des comportements basés sur des besoins de sécurité, des besoins primaires, donc le bas de la pyramide de Maslow, des facteurs d'hygiène pour Herzberg. On va dire que plus les comportements au sud sont élevés et plus il signifie que vous êtes dans votre équipe à la recherche de besoins de sécurité. Pour vulgariser, si j'ose dire, au nord de ma ligne, j'agis pour obtenir quelque chose, je fonce un peu dans le tas, on peut encore schématiser. Au sud de ma ligne, eh bien, je cherche à me préserver, je cherche à protéger, j'ouvre le parapluie. Voilà. Autre façon donc de lire ce graphe, si je coupe ce graphe sur une ligne verticale cette fois-ci, eh bien, tous les comportements qui sont à gauche de ma ligne sont des comportements qui sont motivés par une priorité donnée aux tâches à réaliser. Et les comportements à droite sont des comportements qui sont motivés par une priorité à donner aux personnes, aux gens. Alors, si vous mesurez des comportements plutôt à gauche de cet axe, on va dire que les gens se sentiront plutôt rigoureux. Mais ceux qui sont à droite les considéreront, eux, plutôt rigides. Et inversement, si vous avez beaucoup d'extensions à droite lorsque vous mesurez les comportements, eh bien, on dira que les gens se sentent pleins d'intentions, ils se sentent sociaux, pleins d'intentions vis-à-vis des autres. Ceux de gauche les sentiraient plutôt pleins d'état d'âme et assez sensibles à la psychopapouille, dirait-il. Voilà. Alors, je vous ai montré ces 4 orientations. Hein, orientation besoin de satisfaction, besoin de sécurité, priorité aux tâches, priorité aux personnes. Voilà les 4 orientations. Voyons maintenant les styles. Vous voyez, lorsque je regroupe les comportements par 4, eh bien, ça définit un style. Et vous voyez ici, par exemple, apparaître le style que nous appelons passif-défensif.
qui regroupe les comportements d'approbation, de conventionnalisme, de dépendance et d'évitement. Le leitmotiv de ce style, c'est obéissez, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous voyez que ce style est orienté personne et besoin de sécurité. Donc ce sont des comportements qui visent surtout à se protéger des autres. On va retrouver ce style dans des grandes administrations bureaucratiques, dans des services publics. Pour la petite histoire, c'est un style qui est extrêmement générateur de stress et de souffrance au travail et qui, de plus est, produit une efficacité plutôt médiocre, hein, en règle générale. Voilà, si je poursuis, de 7 heures à 10 heures, ces 4 normes comportementales représentent le style agressif défensif. Je vous rappelle, l'orientation tâche et besoin de sécurité. Donc ce sont des comportements qui visent surtout à préserver statut et privilèges. On trouve beaucoup ce style dans des entreprises qui sont focalisées sur la tâche plus que sur les personnes, et beaucoup d'entreprises, des boîtes d'ingénieurs, qu'on peut dire vulgairement, développent plutôt ce style de fonctionnement. L'idée, c'est pour gagner, il faut attaquer les premiers, hein, dans ce style-là. Et enfin, je vous présente les styles constructifs. Comme vous le voyez, ils sont équilibrés, si je peux dire, puisque 2 comportements sont à gauche du trait vertical et 2 à droite. Donc 2 d'entre eux ont une orientation tâche et les 2 autres une orientation personne. Et en plus, ils sont tout en haut de l'échelle des besoins de Maslow. Donc ce sont des comportements qui sont des motivateurs et qui génèrent de la satisfaction. Pour la petite histoire, ces comportements sont les comportements idéalement souhaités par les gens lorsqu'on leur demande, à votre avis, comment faudrait-il, quelle attitude faudrait-il adopter ici pour que les choses fonctionnent bien, pour que nous soyons efficaces. Et bien en général, ils demandent ces comportements-là avec forte intensité. Je vais passer sur le graphe suivant pour vous décrire rapidement, hein, les 12 comportements, en commençant donc à 1 heure. 1 heure, comportement qui s'appelle humanisme. Humanisme, c'est un comportement on reconnaît les humanistes, sont des gens à qui on a confiance, ce sont des gens qui n'ont pas peur de résoudre les conflits et qui savent les résoudre de manière constructive. Ils s'intéressent aux autres et à leur développement. À 2 heures, c'est un comportement qui se nomme sociabilité. Sociabilité, vous voyez, les noms parlent d'eux-mêmes, c'est avoir une volonté de développer le travail d'équipe et être capable de mettre ses intérêts en sourdine lorsqu'ils viennent en compétition avec les intérêts de l'équipe. À 3 heures, ce sont des comportements d'approbation. L'approbation, c'est la recherche à tout prix de l'accord des autres, d'être d'accord avec les autres. Donc, en tant que manager, par exemple, c'est fixer des objectifs uniquement dans le but de plaire aux autres. C'est peut-être aussi, dans une équipe, soutenir ceux qui ont le plus d'autorité, avec ou sans galon. Hein. L'autorité peut être le fait de quelqu'un qui a une voix qui porte beaucoup, pour parler poliment. À 4 heures, on a des comportements, une norme qui se nomme conventionnalisme. Donc on est dans le conformisme ici. Hein. On considère que les règles sont plus importantes que les idées. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir prévoir systématiquement. On n'aime pas la surprise. Le conformiste n'aime pas la surprise. La mauvaise nouvelle, c'est que le conformiste, c'est l'ennemi de l'innovation. À 5 heures, il s'agit d'un comportement de dépendance. Donc la dépendance, c'est ce besoin d'avoir quelqu'un d'autre au-dessus de soi qui valide ou qui prend les décisions de toute façon à notre place. Et comment dirais-je, on est en général un bon suiveur, hein, à 5 heures. À 6 heures, eh bien, c'est l'évitement. Donc là, c'est l'idée qu'il ne faut surtout rien dire, il faut surtout éviter les conflits, faire profil bas, et puis attendre que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Je dois vous avouer qu'un manager qui pratique l'évitement est quelqu'un d'assez difficile à vivre, parce qu'on attend toujours qu'ils prennent des décisions, alors que ce genre de personne fait tout pour ne pas les prendre ou pour les prendre le plus tard possible.
À 7 heures, c'est un comportement qu'on retrouve assez souvent dans les équipes en France et dans nos cultures latines. C'est un comportement qui s'appelle comportement d'opposition, où l'idée, le but est de chercher à se rassurer en essayant de découvrir les erreurs dans toute nouvelle proposition, dans toute nouvelle idée. Alors, les gens qui pratiquent l'opposition donnent l'impression de s'opposer, comme son nom l'indique. Mais en réalité, ils sont en demande forte, ils sont dans une grande insécurité, et leur demande, c'est prouvez-moi que votre système est parfait, prouvez-moi qu'il est exempt d'erreurs, et prouvez-moi que je vais pouvoir vous faire confiance. Et alors, c'est vrai que cette attitude est très difficile à gérer, notamment dans tous les programmes d'accompagnement du changement, par exemple. À 8 heures, nous avons des normes comportementales qui sont liées au besoin de tout contrôler, qui s'appelle pouvoir. Besoin de tout contrôler, où on fait peu confiance aux autres. Évidemment, nous ne sommes pas très disposés à admettre nos erreurs, rappelez-vous, ces styles rouges, donc agressifs défensifs, sont des styles qui visent à préserver statut et privilèges. Donc reconnaître ses erreurs, c'est quelque chose qui est assez difficile dans cette zone. À 9 heures, vous avez des comportements de compétition. Alors la compétition est nécessaire dans les entreprises, mais lorsqu'elle est exacerbée, c'est-à-dire lorsque l'intensité mesurée est à fond, eh bien, ma foi, vous allez voir que les membres de votre équipe sont plus en compétition, non plus vers l'extérieur, mais les uns vis-à-vis des autres. Dans ce genre de comportement, eh bien, on ne cherche pas nécessairement à résoudre un problème. Ce qui est important pour le compétiteur exagéré, eh bien, c'est d'être celui qui gagne, d'être celui qui arrive le premier, d'être victorieux, d'être perçu comme le meilleur. À 10 heures, c'est perfectionnisme. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui, en général, vous le reconnaissez, passe de longues heures au travail. Il a beaucoup de mal avec la ressource temps, il a beaucoup de mal à la gérer. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement aux détails et qui confond peut-être précision avec excellence. Voilà, ce qui est important pour le perfectionniste, c'est de ne commettre aucune erreur et de s'auto-infliger des situations stressantes, on va dire comme ça. À 11 heures, c'est un comportement proche du perfectionnisme, à la différence que celui-ci sait s'arrêter à temps. Voilà. Et à temps, eh bien, c'est le moment de s'arrêter lorsqu'on travaille sur un projet. Eh bien, c'est le moment où nous avons atteint les objectifs que nous avons été capables de nous fixer au préalable de façon réaliste. À 11 heures, on a une attitude qui conduit à éprouver de la satisfaction à chaque fois que nous réalisons quelque chose. Ce sont des gens qui sont assez perspicaces. On dirait que c'est un comportement adulte, je dirais, en analyse transactionnelle. On trouverait assez facilement ce type de normes, une corrélation entre ce type de normes et le comportement adulte. À midi, vous avez les créatifs, ceux qui ont besoin de se réaliser, donc qui démontrent un fort engagement pour l'entreprise, qui adorent tout ce qui est nouveau, qui sont réceptifs au changement et qui, comment dirais-je, ont beaucoup d'intérêt pour leur personne, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, c'est l'opposé de l'évitement par exemple, celui qui vise à la réalisation de lui. S'il a un conflit à traiter, eh bien ma foi, il va le traiter. Il va le traiter par respect pour sa personne. Voilà, après cette description des 12 normes comportementales, peut-être le moment de présenter quelques exemples pour vous aider, pour faciliter la compréhension. On y va? Alors, l'exemple que nous vous proposons, le premier exemple est le suivant. Voilà. Imaginez que vous rencontriez entre collègues au café du coin pour célébrer une réussite commune. Le barman vient prendre la commande et il tombe donc sur Régine qui place sa commande de cette façon. Régine dit la chose suivante: pour moi, ce sera un café, si ça ne vous dérange pas. L'action que je vous pose, c'est, à votre avis, sur quelle norme comportementale cette demande s'appuie-t-elle?
1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou une autre. Alors pour vous aider, je vous représente le circonflexe. Hein. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, Régine demande un café, si ça ne vous dérange pas, au barman, et l'action que je vous pose, c'est à votre avis, à quelle norme ça correspond. Alors je vous ai limité à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou autre chose. Je vous laisse réfléchir. Eh bien, lorsque vos réponses sont partagées entre 2 heures, 11% d'entre vous, 3 heures pour 41% et 4 heures pour 37%. Alors, je crois que je comprends pourquoi vous mettez 4 heures. 4 heures, c'est le conventionnalisme. Alors, effectivement, on pourrait dire, Régine demande un café, c'est quelque chose d'assez standard, elle ne s'est pas beaucoup foulé la tête. On pourrait le comprendre comme conventionnaliste, je suis d'accord. Mais en réalité, ce qui est important, c'est dans sa formulation, lorsqu'elle parle au barman et qu'elle lui dit « si ça ne vous dérange pas ». En fait, le travail du barman, c'est de servir les clients. Donc, il n'y a pas lieu de lui demander si ça le dérange ou si ça ne le dérange pas. Il est là pour ça. Donc, le fait que Régine qu'on puisse considérer qu'elle peut déranger cette personne, on pourrait envisager cette formulation comme un excès de politesse qu'on pourrait assimiler effectivement à un comportement d'approbation à 3 heures. Donc, effectivement, c'est les 41% d'entre vous qui ont répondu 3 heures ont bon, si je pourrais dire. Allez, deuxième question, c'est Nicolas. Voilà, Nicolas était également dans ce bar et avec vous, dans votre équipe. Et lorsque le barman arrive à son niveau, eh bien Nicolas appelle ce barman qui a visiblement au moins 60 ans, il l'appelle garçon. Même question, à votre avis, sur quelle norme comportementale est-ce que Nicolas s'appuie? 2 heures, 4 heures, 8 heures, 11 heures ou autre chose? 2, 4, 8 ou 11 ou autre chose? Je vous laisse réfléchir encore. Alors, cette fois encore, les réponses se répartissent vos réponses se répartissent sur trois axes, on va dire. Hein. Certains d'entre vous, 14%, mettent 4 heures, c'est-à-dire conformisme, 47% 8 heures, c'est-à-dire pouvoir, et 30% 11 heures, accomplissement. Alors, la réponse que je vous suggère est la suivante. Hein. Moi, il me semble que ce qui me frappe dans l'attitude de Nicolas, c'est le fait qu'il appelle garçon une personne qui a visiblement plus de 60 ans. Ça me semble décalé. Et donc, probablement que ce décalage révèle une caractéristique de Nicolas, qui, contre toute évidence, regarde cette personne, ce barman, d'un niveau de supériorité. Il le regarde comme un père qui regarde son garçon. Et évidemment, cette mise en supériorité peut nous donner à penser que Nicolas s'appuie sur des comportements de pouvoir. Dernière question, Eva. Donc le barman arrive à Eva et Eva commande un jus de carotte parce que c'est bon pour la santé, dit-elle. Alors à votre avis, 3 heures, 5 heures, 10 heures, 12 heures ou autre chose? 3, 5, 10, 12 ou autre chose? On vous laisse répondre. Alors là, cette réponse semble plus difficile parce que les répartitions sont plus équilibrées. 26% d'entre vous pensent qu'il s'agit d'un comportement d'approbation à 3 heures. 15% pensent qu'il s'agit d'un comportement de dépendance à 5 heures. J'ai pas de positionnement sur 10 heures, évidemment, ça ne semble pas ressembler à un comportement perfectionniste. Et 28% pensent 12 heures, réalisation de soi, 19% autre chose. Alors la bonne réponse, vous la voyez apparaître dans la mesure où, rappelez-vous, vous êtes tous au café pour célébrer un fonctionnement, un succès d'équipe.
Et au cours de cette célébration, eh bien, Eva cherche avant tout un moyen de se faire du bien, de faire du bien à sa santé. Bon, voilà, on peut quand même imaginer que sa priorité, c'est de prendre soin de sa personne et de chercher quelque chose qui soit en accord avec ça, c'est de développer toute cette créativité. Et donc, ce serait plutôt un comportement de réalisation de soi, donc à 12 heures. Voilà. On continue. Je vois qu'il y a des questions, mais on les abordera peut-être plus tard. Je voudrais aller jusqu'au bout de l'exposé et on étudiera les questions tout à l'heure. Voilà, je voudrais, pour aller vers la conclusion de ma présentation, je voudrais détailler 5 schémas que nous pouvons identifier lorsque nous mesurons les comportements dans les équipes, 5 schémas caractéristiques qui rejoignent, rappelez-vous, les 6 attitudes dans les réunions, les 6 attitudes qui posent problème dans les réunions. Premier schéma, c'est celui que j'ai appelé division tout à l'heure, c'est-à-dire où on a des sous-groupes qui discutent entre eux, où tout semble décousu, où donc visiblement c'est l'écoute qui fait défaut. Vous voyez, ce sont des comportements à fond qui sont extrêmement développés à 9 heures et à 8 heures. Et donc typiquement, si vous relevez ce schéma, eh bien c'est un schéma où on pourrait probablement éviter cette division en réduisant ce désir de briller à 9 heures et à 8 heures, ce désir de contrôler les autres, et en essayant de promouvoir plutôt les comportements à 11 heures, qui sont des comportements d'accomplissement, et à 2 heures, qui sont des comportements liés à l'esprit d'équipe. Autre schéma caractéristique lorsqu'on mesure les comportements dans les équipes, c'est celui où il n'y a pas de soutien, où il y en a peu. En tout cas, là, il n'y en a pas, parce que vous voyez, les comportements sont extrêmement développés, puisqu'ils se situent au niveau du dernier cercle, ce qui se lit de la manière suivante, peut-être j'aurais dû en parler plus tôt, mais ça se lit de la manière suivante, 99% de la population aurait un style opposition inférieur ou égal à celui qui est mesuré dans mon équipe. Et il en va de même pour perfectionniste. Pourquoi pas 99? Je vous rappelle, c'est la graduation du dernier cercle concentrique. Voilà, donc dans ce genre d'équipe, il n'y a pas de soutien. Ce que les participants cherchent à faire, c'est surtout rechercher des erreurs. On a l'impression que c'est du chacun pour soi. On a l'impression que chacun cherche à démontrer qu'il maîtrise le sujet, qu'il est compétent. On pourrait réduire ça en réduisant donc ces deux comportements à 10 heures et à 7 heures, et peut-être en augmentant 11 heures et 1 heure. Alors, augmenter 11 heures et 1 heure, c'est valoriser, s'occuper de valoriser aussi ce qui fonctionne bien, pas toujours travailler sur la critique systématique. Augmenter 11 heures, ce serait s'appuyer davantage sur des faits. Si je critique quelque chose, ça doit être moins sur les émotions que sur les faits que j'ai pu rassembler. Un troisième exemple, c'est celui où on n'a pas de débat. Pas de débat parce que pas de problème. Pas de bras, pas de chocolat, on dirait ailleurs. Voilà, pas de débat, pas de problème. On a l'impression d'une fusion. Ce sont des groupes où il y a quand même peu d'énergie. On sent que ça sent le groupthink, comme on dit. Moi, je vous invite à vous méfier, si vous rencontrez ce genre de profil, à vous méfier du consensus trop rapide. Vous allez probablement vous apercevoir que les gens sont trop anormalement d'accord trop rapidement sur tout. Eh bien, on peut augmenter également l'efficacité de ce genre d'équipe en, une fois encore, réduisant ces deux comportements-là, à 3 heures et à 4 heures, pour les ramener, par exemple, au niveau du cercle, du cercle gros gras, au moins à la moyenne, vous voyez, et en jouant plutôt sur des comportements à 11 heures et à midi. 11 heures et à midi pour inviter peut-être à réfléchir à des alternatives. Évidemment, proposer une alternative, c'est évidemment susciter le débat. Eh bien, ma foi, proposer des alternatives lorsqu'on prend une décision,
c'est enrichir la décision. Et également proposer à réfléchir en dehors du cadre. C'est pour ça que je vous invite à renforcer le comportement à 12 heures. La dispersion dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que chacun s'exprime, mais on ne sait pas où on va. On a l'impression que la question qui se pose en permanence, c'est quand qu'on va où. On a le sentiment, ce genre d'équipe, de perdre son temps. Voilà. Chacun apporte une contribution, mais on ne sait pas à quoi elle sert, et pour cause, puisqu'on ne sait pas précisément quel est l'objectif du travail d'équipe. Pourquoi on est là tous ensemble? Dans ce genre de formule, eh bien, ce qui est conseillé, c'est de renforcer la norme de comportement 11 heures. Vous voyez qu'ici, elle se situe entre le 25e et le 50e centile, mettons 40% de la population aurait des comportements d'une intensité inférieure ou égale au nôtre, mais 60% de la population aurait des comportements d'une intensité supérieure ou égale à la nôtre dans cette équipe. Eh bien, ce qu'on vous invite, c'est à augmenter ça en rappelant l'objectif du travail très souvent. Et rappelez-vous, un objectif comporte une grandeur à atteindre dans un délai déterminé. C'est un vecteur, un objectif. Eh bien, respecter ce délai, c'est également une façon d'augmenter les comportements à 11 heures. Comme par exemple, respecter la durée pour aboutir à une décision, la durée pour traiter tel point de l'ordre du jour, la durée de la réunion, la commencer à l'heure, la terminer à l'heure, c'est typiquement le propre des gens qui ont ce comportement dans leurs préférences. Voilà, et dernier exemple, c'est celui du manque de consensus. Voilà, dans ce genre d'équipe, vous voyez, il y a deux normes qui ont l'air de bien vouloir s'entendre ensemble, hein. L'une qui est pouvoir, l'autre qui est dépendance. Je dirais que chaque population à 8 heures a besoin d'une population à 5 heures, et réciproquement. Évidemment, par définition, on ne peut pas avoir de consensus si on est dans une attitude maître-esclave, où l'influence est unidirectionnelle et où chacun s'ennuie parce que finalement la personne à 8 heures ne rencontre pas de résistance. Et puis, ma foi, c'est quand même beaucoup plus intéressant lorsqu'on a même lorsqu'on est un féru de pouvoir, on aime bien avoir en face de soi des gens avec lesquels se battre. On aime les relations musclées à 8 heures. Hein. Et à 5 heures, ma foi, on s'ennuie parce que de toute façon, quoi qu'on puisse dire, on sait que les décisions sont déjà prises et on n'a pas envie de toute façon d'apporter de contradictions. Évidemment, pas d'énergie dans ce genre d'équipe. L'idée pour changer ce type de comportement, c'est de réduire la peur. Vous voyez, les deux comportements à 8 heures et à 5 heures sont des comportements qui sont axés sur des besoins de peur. Et peut-être de rééquilibrer les rapports de force, rappeler qu'un homme, une voix. Pour faire ça, eh bien, c'est renforcer les comportements à 12 heures et à 2 heures. Voilà, c'est le conseil que je donnerai pour lorsque vous rencontrez ce type de schéma. Là, pour résumer donc ma présentation, je vais vous proposer une démarche en 8 étapes pour améliorer l'efficacité du travail en commun. Et ce sont 8 étapes qui s'inspirent de ma démarche d'accompagnement selon la méthode Gestalt-OD. Voilà. Dans toute démarche d'accompagnement du changement, il est important de savoir, de bien identifier le contexte et de l'identifier sur la base de faits, et plus que sur la base d'émotions. Je ne dis pas qu'il faut les éloigner, les émotions, mais peut-être plus sur la base de faits, en se posant la question, qu'est-ce qui nous arrive ? Et quel est le meilleur moyen d'obtenir des faits en matière de comportement? Eh bien, vous venez de le voir, c'est l'usage du circomplexe. Donc, vous avez des outils qui vous permettent de répondre à cette question de manière relativement objective. Maintenant que je vous les ai décrits. Ensuite, si je sais ce qui m'arrive, eh bien, ma foi, je peux me fixer des objectifs. Et encore une fois, le circomplexe vous permet de vous fixer des objectifs chiffrés parce que vous avez des mesures en pourcentage. Donc, si vous êtes à un comportement que vous jugez insuffisamment développé, eh bien, vous pouvez vous dire, dans 1 an, dans 2 ans, je veux que ce comportement corresponde à celui qui est développé dans 70% de la population. Donc, oui, vous pouvez vous donner des chiffres. Troisième étape, quelle stratégie? Comment est-ce que nous allons obtenir ces comportements? Alors, vous êtes
plusieurs stratégies. Vous avez probablement si vous avez des gens dont c'est la spécialité en interne, ma foi, ils peuvent vous accompagner. Vous pouvez avoir des actions de formation, vous pouvez avoir des actions de conseil, extérieur, intérieur, enfin bon, ça c'est à réfléchir. Et puis, dernière étape qui est parfois ou peut-être même un peu souvent négligée dans les projets, c'est l'analyse de risque. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'obtenir ce que nous voulons? Voilà une question intéressante également à se poser. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, vous verrez qu'ils correspondent aux 3 étapes initiales de toute démarche d'accompagnement du changement sur le graphe qui est présenté à droite, que j'aurai peut-être l'occasion de vous décrire une prochaine fois. Lorsque j'ai ces questions, je crois que j'ai suffisamment d'éléments pour enrichir le plan d'action et pour ensuite, en tant qu'ingénieur, on aime bien mesurer. On aime bien fermer les boucles et mesurer et ajuster les plans d'action. Le CIR complexe est encore une fois un outil intéressant pour ça, parce que lorsque vous remesurez 1 an plus tard, après avoir appliqué tous vos plans d'action, dans quelle mesure les comportements ont évolué, eh bien vous pouvez comparer la nouvelle situation à la situation initiale et voir quels sont les progrès que vous avez réalisés et ceux qui vous restent à réaliser. Ce qu'on oublie souvent dans les projets, c'est, parce qu'on n'a plus le temps, mais il me semble intéressant de s'y arrêter, c'est qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience. Donc c'est l'étape de résolution. Et la chose la plus souvent oubliée, c'est la célébration. Je crois que lorsqu'on a déployé tant d'efforts, lorsqu'on a obtenu des résultats, lorsqu'on en a appris quelque chose pour l'avenir, ma foi, je crois qu'on mérite une célébration. Donc dans toute cette démarche, pour ceux qui n'avaient pas compris, je le rappelle, les comportements à promouvoir, ce sont ceux qui sont le plus désirés, ce sont ceux qui sont le plus corrélés avec efficacité et satisfaction. Ce sont les comportements bleus, les comportements constructifs, accomplissement, réalisation de soi, humanisme, sociabilité. Et ceux qui sont à modérer sont tous les comportements défensifs, les 8 autres, ceux qui sont essentiellement axés sur des besoins de sécurité. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va y venir très rapidement. Un petit exemple de graphe, voilà, qui montre une équipe, 10 équipes, où la cohérence et la cohésion, en tout cas, semble importante. Vous voyez, ce sont des comportements, et les comportements les plus développés sont les comportements bleus, les comportements constructifs, et les autres sont modérés, vous voyez, situés en dessous de la moyenne. Alors, encore une fois, pour vous aider à lire ce graphe, si vous regardez à 2 heures, le comportement en anglais ici affiliatif, qui s'appelle sociabilité, vous voyez qu'il se situe entre le 50e et le 75e centile, je dirais entre deux, allez, on va dire à 60%. Eh bien, on lit la chose de la manière suivante. Dans ces équipes, le comportement accomplissement correspond au comportement développé par 60% de la population. 60% de la population développe ce comportement avec une intensité inférieure ou égale à la nôtre. D'accord? Voilà, et voilà un dernier exemple d'une équipe ou de 21 équipes moyennement efficaces, voire même d'efficacité discutable. C'est typiquement un graphe d'une équipe qui génère ces fameux risques psychosociaux dont on parle très souvent actuellement dans les entreprises. Alors, pourriez-vous poser la question, mais comment vous avez mesuré ça? Eh bien, ce sont des mesures qui sont effectuées à l'issue d'un exercice de résolution de problèmes en équipe, donc sur 21 équipes, et en faisant des corrélations entre le profil des équipes et la hauteur, l'efficacité des résultats obtenus. Voilà, renforcer les comportements constructifs et réduire les comportements défensifs, eh bien, j'adopte ces 2 attitudes en même temps. Et effectivement, je travaille pour l'amélioration de tout type de groupes, d'équipes, pardon, que ce soit des projets, des réunions, des comités, des phalanstères et toutes sortes de synonymes du mot équipe. Et les conséquences, évidemment, c'est que nous jouons sur les motivateurs, sur les éléments qui créent de la motivation, que sont créativité, compétitivité, pérennité. Voilà. Alors, on peut poser des questions. Très bien. Eh bien, merci Dino pour cette présentation.
On a énormément de questions. Certaines questions ont été posées pendant le webinaire et ont trouvé une réponse dans la suite de la présentation. Donc, écoutez, je vais enchaîner les questions. Première question de Marie, qui est ingénieure. On parlait justement de consensus. Donc, le circomplexe me semble culturellement très occidental. Pensez-vous qu'il soit réellement adapté à des profils pour lesquels la culture pousse d'abord à la recherche du consensus ? Je crois qu'il y a deux questions dans cette question. En fait, d'abord, une affirmation que c'est un modèle occidental. Je voudrais juste dire que le circomplexe fait toujours l'objet d'études au niveau international. Le circomplexe, au niveau où en parle Marie, eh bien, il s'agit d'un outil pour, dans ce cas-là, mesurer les cultures d'entreprise. Et il est utilisé dans énormément d'entreprises internationales et il est validé. Et on le valide, on a des normes internationales pour les circomplexes. Ensuite, est-ce qu'il est adapté à des cultures qui encouragent ou qui favorisent le consensus? Je dirais différemment, je dirais que c'est le profil du circomplexe qui va nous montrer si nous sommes dans une culture qui favorise le consensus ou pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais voilà ce qui me vient à l'idée. C'est très bien. C'est très bien. Bon, on va enchaîner les questions. Lors d'un entretien, est-il facile de détecter la personnalité du candidat par le recruteur? Question de Fabrice, qui est chef de projet. Ah oui, ça c'est une question qui revient souvent. Alors pour des raisons d'éthique, il est déconseillé d'utiliser cet outil pour faire du recrutement. Cet outil, bon, il a subi tous les tests nécessaires à démontrer sa fiabilité et sa répétabilité. Hein. Mais on considère qu'une personne ne se limite pas à son test au moment où on va la recruter. Tout le monde évolue, les entreprises évoluent, les équipes évoluent, les gens évoluent. Donc on peut pas recruter quelqu'un sur la base de ce qu'il est à un moment donné, en tout cas en matière de personnalité. Et en plus, ce n'est pas un test qui mesure la personnalité, il va comparer votre perception de vous-même ou votre perception de l'équipe à la perception du reste du monde. Donc on peut pas raisonnablement le considérer comme un outil permettant de décrire la personnalité de quelqu'un. D'accord. Moi j'ai une question un peu orientée de Bruno qui est cadre. Est-ce que les cadres doivent se situer dans la partie bleue du circomplexe? Comme je vous le disais, hein, la partie bleue, c'est la partie la plus désirée lorsqu'on pose la question aux gens. Donc, quelles que soient les cultures sociales, à chaque fois, ils vous disent, mais idéalement, si on doit travailler ensemble, eh bien, il conviendrait de développer au maximum ces comportements dans les parties bleues. Alors les cadres, comme les autres, mais les cadres ont beaucoup plus d'influence sur la culture d'entreprise et sur le fonctionnement des équipes. Donc si la question de Bruno c'est est-ce que en priorité des cadres devraient s'y situer, ma réponse est oui en priorité, à cause de l'influence que les cadres ont sur la culture de l'entreprise. Ils généreraient de la satisfaction, ils génèrent de la motivation, ils génèrent de l'efficacité. Voilà la réponse. Très bien. Nouvelle question d'Emmanuel, qui est chef de projet. Pour le bon fonctionnement d'une équipe, n'est-il pas indispensable d'avoir surtout du bleu, mais aussi un peu de rouge et un peu de vert? C'est une question que j'aime bien, tout à fait. Alors je dirais beaucoup de bleu, un peu de rouge et un peu de vert. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, pour le bon fonctionnement d'une équipe, eh bien, il faut travailler la motivation, la satisfaction, l'efficacité, et ça c'est le bleu qui vous le donne. Et alors je le dis non pas en l'air, hein, ce sont des études qui le démontrent, et réduire tous les comportements qui sont attachés à la peur. Les réduire, ça ne veut pas dire les ramener à zéro. Il est nécessaire d'avoir peur lorsque quelqu'un vous menace. Un petit peu. Voilà, donc une bonne équipe, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une équipe qui une équipe efficace, hein, c'est une équipe qui a beaucoup de comportements bleus, forte intensité sur le bleu et faible intensité sur les verts et les rouges, sur
tous les styles défensifs. Merci. Alors je me disais qu'on pourrait peut-être remettre à l'écran le circonflexe pour que les gens puissent un peu, Ah oui, oui. Suivre vos exemples de manière plus Je reviens concrète. en arrière. Ouais. Celui où il y a les explications. Exactement. D'accord. Voilà, très bien. Très bien. Alors une question sur les multinationales de Malik, qui est assistant de projet. En fait, il y a deux questions légèrement différentes. À propos des entreprises multinationales, est-ce qu'elles appliquent les mêmes normes au niveau de leurs annexes? Et est-ce qu'il ne s'agit pas seulement des normes défensives et agressives? Donc, comme je vous le disais, cet outil, c'est quand on parle, lorsqu'on se situe au niveau d'une organisation, on ne parle plus d'équipe, mais on va parler de culture d'entreprise. Et donc, les entreprises multinationales développent des sous-cultures, effectivement. Vous pouvez avoir des cultures d'entreprise au Maroc qui sont différentes de la culture de la, comment dirais-je, de la culture de la même entreprise aux États-Unis. Donc, on peut le mesurer, on peut en évaluer les différences. Elles auront des points communs, parce que c'est la même entreprise, mais elles auront aussi des différences qui sont liées aux cultures sociales. Je ne me rappelle plus de la deuxième partie de la question. Non, c'est bon, on a répondu, c'est répondu. C'est répondu. On va revenir justement, on parlait tout à l'heure des différents exemples à l'occasion desquels on vous a posé des questions. Donc, quand vous dites augmenter les comportements type 11 heures à 12 heures, c'était une réponse tout à l'heure. Oui. Quels sont les moyens de le faire et comment favoriser l'augmentation, entre guillemets, des différents comportements souhaitables? D'accord, donc ça c'est tout l'art de l'accompagnement du changement. Et comment le faire? Ma foi, je dirais que chaque entreprise a sa réponse. Lorsque vous remplissez les questionnaires qui permettent de mesurer ces comportements, en fait, pour chaque norme comportementale, vous répondez environ à une dizaine de questions. Et lorsqu'on dépouille les résultats, on connaît les intensités que vous avez positionnées sur chacune de ces 10 questions. Et grâce à la comparaison, au benchmarking qu'on peut faire avec le reste de la population, on saura dans votre entreprise sur quel comportement particulier, sur quelle intensité particulière agir pour renforcer, par exemple, un comportement à 11 heures. Typiquement, renforcer les comportements à 11 heures, c'est renforcer le management par objectif. Voilà, si je veux raisonner d'une façon globale. Renforcer le comportement à 12 heures, eh bien, c'est, comment dirais-je, ça va être peut-être plus difficile, ça va être construire un environnement où il fait bon vivre, un environnement où on a plaisir à aller travailler tous les matins, un environnement où j'apprends quelque chose de mes collègues et où mes collègues apprennent quelque chose de moi. Voilà, c'est donc sur le même principe que celui que j'ai décrit tout à l'heure. On va s'appuyer sur les réponses aux 10 questions qui vont nous permettre de construire les plans de développement appropriés à chaque entreprise. Très bien. Une question de Marie qui est ingénieure, qui est un peu en rapport avec la question qu'on vient de poser. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions de comportement tout au long d'une carrière d'une personne au sein d'une entreprise? Oui, bien sûr, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et heureusement, parce que sinon il n'y aurait même pas besoin d'en discuter. Oui, bien sûr, il peut y avoir il y a des évolutions de comportement. C'est tout l'objet d'un programme d'accompagnement du changement, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une période de la vie à laquelle il est peut-être plus efficace, plus simple, plus pertinent d'accompagner ces changements? Alors, dans une question plus difficile, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a une période de la vie. Est-ce que plus on a de l'expérience, moins on change, ou l'inverse? J'aurais du mal à répondre à ça. On dira que plus on a du 7 heures dans notre style de fonctionnement, ou du 4 heures, vous voyez, plus on est conformiste, plus on est oppositionnel,
et plus ça sera difficile d'accepter le changement. Donc c'est plus une question de profil qu'une question d'âge, à mon avis. D'accord. On va encore prendre quelques questions. Question de Gérard. N'y a-t-il pas intérêt à modifier notre style de management en fonction des conditions extérieures, à savoir, par exemple, en période tranquille, un style bleu, orienté à accomplissement de chacun, et en période plus critique, un style rouge plus directif? Alors, évidemment, j'ai envie de dire oui. Je dis oui d'ailleurs, mais l'expérience et l'histoire nous a montré que lorsqu'on est devenu un dictateur, on a du mal à devenir un démocrate. Et donc c'est vrai que, vous l'aurez remarqué, lorsque les entreprises vont mal, en général ils changent les équipes de direction. Ils vous mettent une équipe rouge et vous aurez remarqué que l'équipe rouge, elle reste pas longtemps. Elle reste le temps de la transition, qui se fait en général dans la sueur, le sang et les larmes. Et lorsque le projet a été rétabli, c'est une équipe bleue qui va reprendre la place. Et ça, c'est le tiercé gagnant. D'accord, d'accord. On va faire encore 4 questions. Selon vous, qui doit réaliser le CIR complexe? Il y a souvent un décalage entre la perception du manager et celle des collaborateurs. Ah, c'est une excellente question. Alors évidemment, je ne peux pas tout décrire dans cette présentation, mais en général, on fait les deux et on compare les deux. Et on compare la perception du manager et la perception des collaborateurs. Et justement, de cette différence naît tout le programme qui vise à aligner les perceptions et qui vise à faire en sorte qu'il y ait plus de cohésion. D'accord. Oui. Prochaine question. Le CIR complexe peut-il être utilisé dans les équipes de recherche, comme par exemple les laboratoires? Question de Cédric qui travaille dans un laboratoire. Le CIR complexe est utilisé dans tout type d'organisation, quelle que soit sa nature. D'accord. On va enchaîner parce que ça a un rapport. Et Oui, il permet d'en pardon. mesurer le profil et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'en évaluer le profil, d'en évaluer les points forts, les points faibles, de se donner des priorités d'action, de construire des programmes, d'en mesurer les résultats. Donc oui, bien sûr, tout type d'organisation. Alors, question de Mohamed qui poursuit un peu ça. Mohamed demande comment vous voyez le déploiement d'une telle méthode dans une petite équipe de 7 personnes, où le quantitatif est a priori restreint. Une équipe de 7 personnes, c'est une équipe idéale. C'est le nombre idéal pour travailler en équipe. Donc comment je le vois? Eh bien, ma foi, vous voyez, si je le fais de façon concrète, je ferai de la façon suivante. Je soumettrai un problème à l'équipe et puis je les observe en train de résoudre ce problème ensemble. Et puis à la fin de leur travail, nous réalisons ce graphe, ce CIR complexe, qui va nous permettre de mesurer le profil de cette équipe et d'identifier les comportements qui favorisent son efficacité et ceux qui la pénalisent. Et ensuite, on construira les programmes qui vont bien pour améliorer ce qui nécessite, ce qui a besoin d'être amélioré, pour réduire ce qui a besoin d'être réduit. D'accord, alors on va encore faire 2 questions. La première, la santé n'est-elle pas également un besoin primaire? La santé. Oui, donc dans la pyramide des besoins de Maslow, la santé, c'est ce qu'on trouve dans les besoins primaires, oui, et ce sont les besoins physiologiques qui permettent de maintenir la santé, comme manger, dormir, avoir un toit. Et donc, oui, ça répond à ça. Donc, la santé, elle est tout en bas. Une personne qui vit au travail focalisée sur le besoin de préserver sa santé est une personne qui aura des motivations qui seront en bas de mon CIR complexe, dans la partie inférieure. Et donc aura probablement, si c'est sa motivation première, aura probablement des comportements qui se situent entre 4 heures et 8 heures, ou quelque chose comme ça. Très bien. On va poser une dernière question qui est un peu plus une question ouverte. Est-ce que Dino, vous avez eu, pendant à l'occasion de votre expérience en tant que consultant, l'occasion d'observer des évolutions, des changements de comportement au sein de l'entreprise, de salariés, notables? Alors, considérable. Considérable. Mais dans un espace de 18 mois,
un travail avec un manager qui était détesté par son équipe au départ, et ça je peux vous dire que quand on lui montre le graphe de son 360, la réponse est claire, on n'a pas besoin de lui dire, il sait très bien le lire lui-même, détesté, et c'était vraiment d'ailleurs la raison pour laquelle nous travaillons ensemble était le fait que son équipe fonctionnait très très mal, et lorsqu'il a pris conscience de son graphe, nous avons travaillé sur les comportements de la même manière que j'ai décrit tout à l'heure, et une personne qui était extrêmement motivée, qui considérait que c'était injuste, la manière dont elle était perçue ne correspondait pas à ses valeurs, et on a réussi à réajuster tout ça, et en remesurant son profil et en refaisant son 360, un an et demi plus tard, eh bien, le graphe s'était totalement inversé, et il le savait déjà. Il le savait déjà, il en avait déjà la conviction, parce que ses relations s'étaient considérablement améliorées, et la manière de travailler de toute son équipe était vraiment était devenue quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour tout le monde. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on va arrêter là avec les questions. Je voudrais tous vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Vous étiez aujourd'hui environ 155, donc pas environ, vous étiez pile 155. Donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté au webinaire. Dino, je vais vous laisser conclure. Ok, ben merci pour votre attention. Je suis très content que 160 personnes aient pu profiter et puis aient pu participer à cette description. Voilà, je vous ai mis les coordonnées de mes coordonnées. Sachez qu'il existe un quiz équipe que vous pouvez consulter sur mon site à la rubrique documentation. Ma foi, je vous remercie encore, je vous souhaite de bonnes équipes et de fructueux parcours professionnels. À très bientôt. Au revoir.